Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, donc c'est Fabienne qui devait faire la présentation et elle n'a pas pu venir au dernier moment. Je vais essayer de la remplacer du mieux que je peux, même si j'ai pas travaillé directement sur ces projets. L'idée c'est de voir un peu ensemble comment on peut optimiser l'utilisation des matériaux pour les ouvrages en terre. On va voir certains chiffres clés et enjeux, et puis après, on fera un focus sur des retours d'expérience qu'on a pu avoir sur quelques projets. Et puis après, on parlera en conclusion de grands principes du coup sur ces ouvrages en terre. Dans un premier temps, donc sur les chiffres clés, il faut avoir en tête les volumes en fait de granulats utilisés. Donc, par exemple, pour 1 km d'autoroute, on parle entre 20 000 et 30 000 tonnes de granulats nécessaires. Pour les ouvrages, les constructions d'infrastructures, on est à peu près à presque 3 tonnes par habitant par an. Et puis en France, on estime à 300 000 chantiers réalisés par an en travaux publics. L'idée, c'est pas d'arrêter tous ces chantiers et de nous mettre au chômage, hein, mais d'essayer de voir comment on peut optimiser et limiter l'impact sur l'environnement. Donc les trois objectifs principaux sont pour les ouvrages en terre, c'est une consommation moindre des matériaux nobles, donc granulats, extraction en carrière. Un réemploi des matériaux donc en diminuant leur volume, le volume d'apport et en limitant la production des déchets, donc les déblais qu'on ne réutiliserait pas. Et puis un dernier objectif, c'est de réutiliser en fait les matériaux au plus près du chantier pour limiter la production de gaz à effet de serre. Donc sur le premier point en fait, donc au niveau de la conception des ouvrages, la présentation se base en fait sur les conclusions du projet de recherche Terre durable, donc qui a été présenté en 2016. Donc Terre durable en fait montre l'apport en mécanique des sols sur les sols non saturés ou partiellement saturés dans la conception des ouvrages en sol fin. Le principe se base sur la prise en compte de la succion dans les sols, mais aussi sur la compressibilité du fluide interstitiel en prenant en compte en fait la présence d'air dans les pores. Les paramètres à prendre en compte, donc c'est la succion et la compressibilité du fluide, donc les deux fluides eau plus air, à la différence de ce qu'on peut faire dans les sols saturés où il n'y a que de l'eau. On peut représenter en fait les différents types de sols qu'on retrouve dans des domaines qu'on appelle de D1 à D4. Donc les domaines rencontrés classiquement sur les ouvrages en terre hors barrage, donc qui sont plutôt saturés. Donc sur les ouvrages en terre autoroutiers ou ferroviaires, on est dans des domaines D1C voire D2. Donc avec un certain degré de saturation, mais pas 100% de saturation en eau. Dans les sols naturels, on est plutôt dans des terrains type D2, donc quand on est au-dessus de la nappe, ou sinon dans des terrains type D3 jusqu'à 20 ou 30 mètres sous nappe. Donc dans les terrains, dans le domaine D1 à D2, on peut estimer une succion, du coup, par le biais des forces capillaires qui s'exercent au sein des pores. Et cette succion va augmenter la résistance au cisaillement du matériau. Donc, on peut aussi représenter les différents domaines et la classification de ces sols dans un diagramme qui représente le degré de saturation en fonction de la pression interstitielle. Ce qu'il faut surtout retenir du coup, c'est que la connaissance de la succion dans le terrain et la compressibilité réelle donc des deux fluides eau plus air est particulièrement importante du coup pour préciser le comportement des sols. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer donc à travers différents exemples. Donc le premier concerne un remblai donc au digue de Beaucaire.
L'idée a été, par rapport à ce qui se fait plus classiquement, où quand on vient charger en remblai sur sol fin, on charge d'abord le fluide, donc l'eau, qui est incompressible, et par après dissipation des pressions interstitielles, on a consolidation, et ensuite un tassement du squelette. Dans le cas de la prise en compte d'une compressibilité du fluide interstitiel, on va développer un tassement immédiat, puisque la présence d'air va provoquer une compressibilité accrue. Donc ce tassement immédiat, il peut être estimé par la formule que vous voyez, donc qui fait intervenir le coefficient de Skempton, qui lui-même est relié, entre autres, à la compressibilité du fluide et à la compressibilité du squelette. Donc sur cet exemple, c'était un ouvrage de 6 mètres de haut construit sur 20 mètres de terrain compressible. Ce qu'on peut voir du coup par rapport aux mesures qui ont été faites, donc les mesures, ce sont les points. Si on avait pris en compte que le tassement différé, comme ce qu'on peut faire classiquement, en fait, on sous-estimait le tassement total qui a été mesuré. Et l'intérêt de travailler avec la compressibilité du fluide et donc de calculer un tassement immédiat permet de retrouver en fait une bonne corrélation entre les tassements mesurés et les tassements calculés. Donc la prise en compte en fait de ce phénomène permet, si on en a besoin sur certains projets, d'optimiser les hauteurs de préchargement et éventuellement leur durée. Le deuxième exemple concerne également un remblai, donc sur le Charles de Gaulle Express, où il a été pris en compte une cohésion additionnelle apparente due à la succion interne au sol. Du coup, il s'agissait d'un remblai d'environ 9 mètres de haut. Je vous passe les détails sur les formules que je vous laisserai. J'ai mis un peu de bibliographie à la fin de la présentation, donc vous pourrez retrouver tout ça si vous voulez plus de détails. Le principal qu'il faut retenir, c'est que la succion donc, qui a été mesurée en laboratoire via la méthode des papiers filtres a permis d'augmenter la cohésion jusqu'à à peu près 30 kPa, ce qui représentait à peu près le double de ce qui était mesuré initialement. Donc, alors après, effectivement, le point crucial est de pouvoir conserver cette succion pendant toute la durée de vie de l'ouvrage, ce qui peut être problématique, mais effectivement, il y a des dispositions constructives à mettre en œuvre pour type barrière capillaire ou autre, pour garantir cette cohésion à long terme. On peut aussi envisager de faire des planches d'essai, du coup, pour vérifier ces paramètres. Troisième exemple, du coup, qui concerne un déblai, donc au niveau d'une autoroute, la 304. L'idée était d'estimer les soulèvements de la race sur un déblai de 18 mètres de hauteur. Donc c'est passé par l'intégration en fait sous flaque, donc aux éléments finis, aux différences finies, pardon, avec des fonctions spécifiques de cette compressibilité du fluide interstitiel et qui a permis, alors via la prise en compte de l'infiltration des eaux de pluie, mais qui a permis de retracer les valeurs mesurées, puisque l'ouvrage avait par chance été instrumenté. Donc on a pu retrouver une bonne corrélation entre les soulèvements mesurés et calculés, ce qui n'était pas forcément le cas en prenant en compte un fluide incompressible. Donc sur ce point, sur la conception des ouvrages, l'idée à retenir, c'est que dans certains cas, en fait, la prise en compte de cette compressibilité interstitielle permet une meilleure maîtrise du planning chantier, une optimisation du réemploi des sols fins, et donc par voie de conséquence, une meilleure maîtrise des risques. Le deuxième point qu'on voulait évoquer, c'est au niveau du mouvement des terres. Là, il s'agit du projet Canal Seine-Nord, où en fait, il est utilisé un outil de planification et de gestion des déblais remblais
On peut voir un extrait en bas qui paraît un peu brouillon au premier abord, mais l'idée est de montrer toutes les zones de déblai et toutes les zones de remblai qui peuvent être réutilisées. Donc c'est symbolisé par les traits du coup. Et on voit au final, il y a peu de zones de dépôt, du coup le taux de récupération et de réutilisation est assez important. Donc ça permet de limiter la consommation des ressources, de limiter la production des déchets, donc des zones de déblai non réutilisées, et de limiter également les distances de transport. Dernier point de la présentation, du coup, c'est des planches d'essai qui ont été réalisées sur des travaux de compactage. Donc le premier, à nouveau, sur une planche d'essai de la 304, donc qui avait pour objectif de vérifier certains paramètres, notamment le type de matériaux utilisés, matériaux bruts ou pulvimixés, donc avec ajout de chaux ou de liant hydraulique, le type de compacteur, la teneur en eau et puis le nombre de passes. Donc, sur les principaux résultats, ce qui est intéressant de voir, c'est l'amélioration des compacités quand on augmente le nombre de passes, mais uniquement quand le sol est dans un état hydrique sec. On voit que si on est dans un état hydrique humide, en fait, on provoque l'effet inverse. Deuxième point de l'apport de ce plot d'essai, c'était l'utilisation d'un compacteur un compacteur non lisse, puisque au V5, donc compacteur lisse, on n'avait pas pu atteindre le compactage souhaité. Deuxième chantier avec planche d'essai, donc autoroute A10. Cette fois-ci, on avait voulu vérifier l'impact en fait d'un compactage en aller-retour ou en aller simple uniquement. Et via des essais assez simples, in situ type Panda, on peut remarquer qu'on a un gain de résistance dès la deuxième passe sur les allées simples, ce qu'on ne voit pas forcément quand on fait des compactages en aller-retour. Je parle bien sur ce chantier-là, il ne faut pas forcément faire une généralité. Mais en tout cas, sur ce chantier-là, il n'a pas été retenu un compactage en aller-retour parce qu'on avait des déformations horizontales relativement importantes et donc un manque d'étreinte latérale. Voilà, donc sur le compactage, l'intérêt de faire des planches d'essai, c'est de mieux maîtriser les risques, de vérifier la possibilité de réemploi de certains matériaux et donc de limiter la consommation de ressources extérieures et puis d'optimiser les méthodes de compactage. En conclusion, du coup, sur l'optimisation pour les ouvrages en terre, l'intérêt de prendre en compte des modèles de sol quasi saturés permet en fait de retrouver ou d'optimiser certains délais ou certaines hauteurs de préchargement, par exemple, typiquement. Pour le compactage, voilà, je ressouligne l'intérêt de réaliser des planches d'essai. On voulait également reparler, vous soumettre du coup l'existence de projets de recherche, donc Terre d'Ouest, qui traite des sols fins traités, Primaterre qui s'occupe des matériaux primaires en terre crue et en pierre, et également un exemple du coup dans le Vaucluse à horizon 2025, du coup un regroupement d'entreprises de TP ont pour objectif d'utiliser exclusivement des matériaux recyclés et valorisés et de tendre vers aucun apport extérieur. Juste pour finir, comme je vous l'avais explicité, donc voilà, il y a quelques bibliographies pour ceux que ça intéresse sur tous ces sujets-là. Je vous remercie.